Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche dans lequel on n'a pas peur de recevoir des invités qui ont encore moins peur de déranger par leurs idées. On est toujours avec Stéphane Simon. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour Jean-Marie. On est ravis de vous retrouver. On est aussi avec Arthur de Vatrigan. Bonjour à vous Arthur. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect que vous pouvez retrouver dans vos kiosques. Notre invité de ce jour que nous sommes très heureux de recevoir, Natacha Polony. Bonjour. Bonjour à tous. Vous dirigez le magazine L'Audace, dont le 3e numéro sortira d'ailleurs dans vos kiosques dès demain, avec en une, croire en la France, les atouts pour se relever. Une analyse, alors pas des atouts les plus évidents, mais de tous ceux auxquels on ne pense jamais, les outre-mer, la francophonie, la qualité de nos sols. Oui, nos qualités insoupçonnées ou plutôt oubliées. Aujourd'hui, si nous vous recevons, Natacha Polony, c'est pour parler d'une déclaration d'amour que vous avez écrite. Une déclaration d'amour à votre pays, la France. La France corps et âme, c'est le titre de votre dernier ouvrage publié chez Plomb. On l'a décortiqué, évidemment, avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Mais avant ça, il y a une tradition, c'est qu'on donne la parole à Stéphane Simon. On va parler de votre carte blanche dans quelques instants. Vous nous emmènerez au Portugal. Mais je tiens à préciser que ce qui vous arrive n'est pas anodin. Vous êtes par ailleurs le coproducteur de ce film, L'Abandon, qui retrace les derniers jours de Samuel Paty. Succès retentissant au Festival de Cannes où il a été projeté hors compétition. Succès aussi dans les salles. Mais un succès qui vous vaut aujourd'hui des menaces très graves. Bah oui, j'aurais préféré me dispenser de cette publicité, mais comme si vous voulez, les critiques n'atteignent pas le film et son succès, eh bien voilà que je me retrouve, moi, au milieu de joutes et d'invectives, d'insultes de tous ordres. Ça va de sites complotistes qui voient en moi un dangereux sioniste, un chantre de l'État d'Israël, rien moins. Est inutile de dire que ce site est un site très frériste et donc qui s'adresse à des gens qui sont susceptibles de penser donc que je suis le pire des damnés et des diables, voilà. Et puis de l'autre côté, je fais l'objet d'insultes de la part de journalistes, enfin, je sais pas si on peut parler de journalistes, puisqu'ils ne vérifient même pas leurs informations. Ils essayent de m'assimiler à une droite extrême, racontant que j'aurais participé, voire financé la campagne de Valérie Pécresse ou de Marine Le Pen, alors que c'est tout simplement que j'ai une société qui fournit des prestations de location de matériel et que ces locations de matériel, ça va de David Lisnard, il y a même Émeric Caron, figurez-vous, pour sa web TV qui m'avait loué du matériel. Donc tout ça ne tient pas la route, évidemment, ça relève de l'insulte ou de la diffamation et j'ai décidé cette semaine de saisir la justice. Ouais, et de porter plainte, évidemment. Sud Radio et en particulier cette émission vous apporte tout leur soutien. Stéphane, puisque vous parliez de ceux qui rappellent souvent que l'homme est un animal comme les autres, emmenez-nous au Portugal. C'est le thème de votre carte blanche. Ça peut paraître insolite, mais ça ne l'est pas tant que ça. Jolie transition, parce que je vais vous parler des terriens. Alors évidemment, avant une discussion sans doute beaucoup plus profonde avec Natacha Polony, mais c'est une information anodine qui a attiré mon attention, qui est rapportée par l'excellente Nora Bussigny. On a appris que l'ordre des médecins vétérinaires portugais ne soignera plus désormais les terriens. Une annonce qui est parue dans la presse, très officielle, et qui a fait beaucoup réagir. Et du coup, c'est considéré comme un coup d'arrêt face au phénomène des terriens qui est en plein essor. Et vous allez me dire, évidemment, mais qui sont ces terriens? Qu'est-ce que l'on sait sur les terriens? Eh bien, les terriens, également appelés therianthropes, sont des individus qui s'identifient, partiellement ou totalement, à un animal non humain qu'ils nomment leur thériotype. Il y a ceux qui se pensent loups, ceux qui se pensent tigre ou cheval, ceux qui se pensent chien ou chat et tant d'autres. Ne pensez pas que ce phénomène soit si marginal, parce que sur les réseaux sociaux et en particulier sur le réseau préféré de la génération Z, c'est-à-dire TikTok, eh bien on voit des millions de vidéos où on voit ces terriens grimer ou singer leur thériotype. En Occident, la notion de terrien a vu le jour en 1993 sur un forum qui était consacré aux loups-garous, et depuis, on avait coutume de dire que dans les écrits universitaires, grosso modo, le sujet était traité de deux points de vue. Soit la psychiatrie qui associait ses croyances interespèces à une forme de maladie mentale, et puis autre part, le point de vue anthropologique qui est plus tendre et qui considérait ces terriens comme des phénomènes de croyance de type chamanique. Mais plus récemment, le phénomène a bondi car il est désormais appréhendé sous l'angle de l'identité narrative. Comprenez que dans un monde où certains ne sont plus censés appartenir à un genre ou à un sexe biologique, d'autres ont peine maintenant
maintenant à penser qu'ils sont ce qu'ils sont et aimeraient être ce qu'ils pensent être. Si vous n'avez pas compris, c'est assez simple. Si je vous dis que je suis un perroquet, je n'ai qu'à le dire, vous allez le croire. Je suis un perroquet. Comme tel. Je suis un perroquet. Je suis un perroquet. Je suis un perroquet. D'ailleurs, vous commencez à le croire. La preuve, je vous ai répété en quelque sorte. Alors, aux parents inquiets, le docteur Tarquinio, qui enseigne la psychologie clinique, recommande ni panique ni encouragement naïf. Il faut d'abord essayer de comprendre que cette identification signifie pour l'enfant ce qu'elle signifie pour l'adolescent. Est-ce que c'est un jeu, une manière de se sentir moins seul ou une souffrance? Et selon le praticien, l'inquiétude est de mise lorsque cette pratique quand même s'accompagne d'un retrait social, d'une déscolarisation, d'une souffrance psychique, d'une mise en danger physique ou d'une conviction délirante d'être réellement un animal. Alors voilà, du côté de l'ordre des médecins vétérinaires portugais, on a choisi plus simple. Parmi les consignes communiquées aux vétérinaires, eh bien, l'organisation recommande que si un thérianthrope se présente chez un vétérinaire, eh bien, ce vétérinaire doit expliquer en utilisant un langage approprié qu'il est légalement qualifié pour soigner les animaux, mais qu'il ne peut pas fournir de soins aux personnes, même si ces personnes s'identifient comme des animaux. Voilà, les thérians sont avertis. Nous verrons si ça fait école en Europe prochainement. Mais j'avais quand même envie de demander à Natacha Polony si elle s'était déjà posé la question, est-ce qu'elle est sûre d'être une humaine? Ce qui me fascine d'abord, c'est que j'ai entendu dans les exemples que vous donniez le fait que personne, visiblement, parmi ces gens ne s'identifie à une limace ou à un râteau-pnin. C'est dommage, et j'y vois là une discrimination absolument scandaleuse. Et c'est vrai que le râteau-pnu est l'animal le plus moche de terre. Voilà. Au-delà de ça, je pense qu'il y a en effet une réelle question qui est celle du rôle des réseaux sociaux dans l'amplification de ce que peuvent être des fragilités. Et je crois qu'il y a un respect absolu à avoir de la façon dont les gens s'identifient et se pensent, du moment qu'on part du principe qu'il existe une réalité scientifique et biologique, et du moment que certains ne prétendent pas apporter par là une réponse simpliste à toutes les souffrances d'un individu. Effectivement. Bon, en tout cas, lui, il s'identifie comme lecteur. Il adore lire. Ça tombe bien, c'est Arthur de Vatrigan. Arthur de Vatrigan a dévoré votre ouvrage, La France corps et âme. C'est pour cela que nous vous recevons aujourd'hui, Natacha Polony. C'est publié chez Plon. Arthur. Oui, Natacha Polony, vous publiez donc La France corps et âme, qui n'est pas seulement un essai politique, mais aussi une déclaration d'amour à la France, charnelle, littéraire et personnelle. Votre attachement n'est pas abstrait, d'où votre titre, Corps et âme. Alors les corps, ce sont ces paysages de Touraine, ces paysans abandonnés, les villages qui ressemblent de plus en plus à des villes fantômes, ces reliefs, ces mers et ces terres, car vous n'oubliez pas nos compatriotes loin de l'Hexagone, non plus, et ces verrues immondes qui poussent partout, qu'on appelle zone commerciale. L'âme, ce sont la langue, l'école, bien sûr, notre histoire et nos imaginaires, bref, ce qui nourrit nous rappelle que nous sommes tous des nains sur des épaules de géants, pour citer Bernard de Chartres. Et quand on vous lit, on se rappelle que la France n'est pas une identité plurielle, comme certains veulent nous le vendre, mais une identité cohérente et singulière, aux racines certes plurielles, mais au sens d'arborescence, chrétienne bien sûr, romaine politiquement, artistiquement, grecque philosophiquement, esthétiquement, et on pourrait ajouter celte poétiquement, on oublie un peu trop les Celtes. Bref, la France n'est pas née en 1789, comme le seraient les obsédés de la Révolution, mais comme vous aimez aussi vous placer un peu au-dessus de la mêlée, vous avez quand même une passion pour la distribution des bons et des mauvais points. Enseignante un jour, enseignante toujours. De fait. Et moi j'ai un problème avec l'école, donc je le reconnais de loin. Vous prenez le soin d'expliquer qu'elle n'est pas non plus chrétienne ex nihilo, comme l'affirme un courant réactionnaire. Alors j'avoue de pas connaître ce courant, mais s'il existe, je veux bien le rencontrer. Mais passons, enracinement et transmission, voici les conditions de l'universel, comprend-on, en effet, ce qu'on imagine Dante sans Florence, Platon sans Athènes, Péguy sans Chartres. Le problème, c'est que la France est de moins en moins arborescente. Vous la voyez se défaire et vous refusez de vous résigner. D'où ce livre qui, plus on avance, plus il ressemble sinon à une déclaration de candidature, à un manifeste politique. Parce que vous allez au-delà du diagnostic, vous proposez des pistes programmatiques sur l'agriculture avec un pacte consommateur pour acheter local, sur l'industrie avec la relocalisation, le travail en revalorisant les métiers techniques et manuels, sur l'école avec par exemple, et ça m'a amusé et beaucoup plu, des cours de bricolage et de couture, la démographie avec un prêt à taux zéro garanti par l'État pour les familles ayant un deuxième enfant, la souveraineté évidemment, en rapatriant certaines compétences de Bruxelles, notamment la recherche. Quant à l'immigration, elle vous appelez un grand débat, en précisant que vous préférez l'intégration à l'assimilation, contrairement à Éric Zemmour, le polémiste, comme vous l'écrivez, l'air de rien. Bref, de multiples sujets, et donc de quoi nourrir le débat, ça tombe bien, une élection arrive, et on manque de discussion et de conversation. Néanmoins, si vous me permettez, il y a quand même un grand absent, ou une grande absente,
surtout quand on parle de puissance, de souveraineté, d'industrie, de travail, même d'anthropologie, c'est l'intelligence artificielle. Parce que la révolution en cours va tout bouleverser, je pense, encore plus massivement que la révolution industrielle dont on pâtit aujourd'hui encore les conséquences, ou en tout cas les conséquences qu'on n'a pas su gérer. Peut-on aujourd'hui penser l'avenir de la France sans penser cette révolution? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question. De quelle manière allez-vous vous engager dans l'élection présidentielle qui vient? Vous l'avez dit vous-même, ce livre est un manifeste politique. C'est le condensé de ce que je crois. Je pose ce livre sur la table. J'espère qu'il va être lu par le plus grand nombre de personnes et qu'il va pouvoir orienter la campagne qui vient. C'est-à-dire que les sujets dont je parle me semblent être des sujets essentiels. Vous pointez l'absence de l'intelligence artificielle parce qu'elle est tout simplement naturellement présente dans tout le propos que je tiens sur la question de la réindustrialisation. Il n'y aura pas de réindustrialisation sans l'usage de l'intelligence artificielle, sans la robotique. Elle est également présente naturellement dans tout ce que je dis sur la souveraineté, parce que de fait, nous ne serons pas souverains si nous n'avons pas les outils numériques qui permettent de l'être. Donc, vous voyez, cette tentative pour poser les problèmes de cette façon-là, en allant au fond des sujets et en arrêtant de penser en silo me semble essentiel. Quand je dis penser en silo, c'est-à-dire qu'on a passé 2 ans sur le débat autour de la réforme des retraites, sans jamais inclure cette réflexion dans une vision plus large, plus cohérente, qui consiste à se demander comment on crée de la richesse, comment on traite les questions de démographie, comment on fait pour financer le modèle social, comment on rééquilibre entre les générations, comment on crée davantage de richesse en allant justement revaloriser des métiers qui sont des métiers d'industrie qui vont nous permettre d'avoir de la valeur ajoutée. Bref, j'aime bien pour ma part les pensées cohérentes. J'aime quand une vision s'apparente quasiment à une cathédrale gothique, vous voyez, avec la nef, les arcs-boutants. Oui, une doctrine. Pourquoi ? Parce que je crois que la France, en fait, souffre depuis des décennies d'avoir des élites, notamment des dirigeants politiques, qui, sous l'effet souvent de la communication politique, maintiennent des propositions contradictoires et qui s'adressent à des publics par tranche, ou qui vont traiter tel sujet à un moment et puis passer à autre chose et ne pas comprendre qu'il faut penser en système. Voilà ce que j'essaye de faire. Eh bien justement, on va en reparler dans un instant. Si c'est une déclaration d'amour, vous parlez aussi de ce qui va mal et de ce qu'on est en train de perdre ou qu'on risque de perdre. On y revient dans un instant avec Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan et vous, Natacha Polony. Je rappelle votre ouvrage La France, corps et âme, c'est publié chez Plomb. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Nous sommes de retour sur Sud Radio jusqu'à midi, comme chaque dimanche, en compagnie de Stéphane Simon, d'Arthur de Vatrigan et de notre invitée Natacha Polony, qui publie La France, corps et âme, cette déclaration d'amour publiée chez Plomb. Nous parlons de tout ce que nous risquerions de perdre si nous n'y prenions pas garde. Arthur de Vatrigan. Oui, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, mais comme on n'a pas tout le temps de dire au début, c'est que vous mettez sur le même plan la crise économique et la crise esthétique. Ils sont intimement liés, c'est pourquoi je parlais des immondes verrues qui poussent et il y a des traites qui méritent plus que des balles, notamment ceux qui ont l'idée de poser des centres commerciaux partout. Mais la question est sur ces centres commerciaux débouche forcément la question paysanne et donc la consommation. Aujourd'hui, la mode est au local, mais il y a quand même un paradoxe, c'est que dans les élites mondialisées qui vivent en métropole, ce sont eux qui veulent consommer local, qui vont consommer français, et les grandes surfaces sont plutôt dans la France périphérique et rurale, et c'est là où on retrouve tout le monde au même endroit, parce qu'on a déplacé des boucheries, des coiffeurs, si on voulait acheter un clou, c'est également là. Donc c'est comment, alors vous l'esquissez dans votre livre, et je ne veux pas le divulgacher, mais comment pousser ou en tout cas faire une politique qui mettrait en avant ce consommer local sans que ça coûte sur le portefeuille, parce que le problème c'est l'argent à la fin du mois. Très rapidement. Premier point, oui, l'esthétique, la beauté, c'est essentiel, surtout dans un pays comme la France, qui justement a fondé une part de son identité sur cette beauté. D'ailleurs, on s'aperçoit que les Français sont sans surprise extrêmement fiers de leur patrimoine naturel, architectural, etc. Et d'ailleurs, je ne peux que vous encourager, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, à lire le discours aux morts de Périclès dans la guerre du Péloponnèse, puisque dans ce texte extraordinaire, il fait dire à Périclès qu'il y a un lien intrinsèque entre la démocratie et l'amour du beau, les plaisirs de la vie. C'est très intéressant. Bref, pour en revenir à la question qui est la question économique, je pense qu'on ne résoudra pas ce problème-là
en stigmatisant, en pointant du doigt en particulier les plus pauvres, les plus fragiles, qui n'ont pas le choix, qui ont un problème de pouvoir d'achat. Un tiers des foyers en France n'a plus que 100 € sur le compte le 15 du mois. Donc on ne va pas commencer à leur donner des leçons sur leur consommation. Ce n'est pas ça le sujet. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer dans ce livre à quel point le problème doit être pris en charge par la puissance publique, qui doit favoriser mécaniquement la consommation de produits qui viennent de la production française. Et c'est pour ça que le point d'entrée, me semble-t-il, pour rééquilibrer, c'est avant tout l'usage de la commande publique de la part de l'État. Regardez, par exemple, Duralex. Duralex, qui a été transformé en Scope et reprise donc par ses salariés, est en situation encore précaire, parce qu'en fait, les coopératives, c'est un modèle très difficile. Mais si vous aviez des cantines scolaires, des hôpitaux qui achetaient des verres produits sur le sol français, on n'en serait pas là, évidemment. Donc 8% du PIB de la France, c'est la commande publique. Cette commande publique, c'est en fait de l'argent des Français qui sert à financer des entreprises étrangères. Or, si vous utilisez ça, vous recréez de la richesse et de l'activité économique. Et donc, petit à petit, vous pouvez créer un écosystème dans lequel les gens seront incités à acheter davantage français et pourront le faire. Pourquoi ? Parce que si vous recréez de l'activité, vous diminuez le chômage, donc mécaniquement vous diminuez les charges sur la feuille de salaire de tous les gens qui travaillent en France. C'est ça l'enjeu, c'est de traiter la question du pouvoir d'achat par le retour à un salaire net plus important. Et ça passe forcément par le fait de produire davantage. La France, c'est pas un pays qui dépense trop. Alors bon, si on dépense mal et on dépense parfois trop, mais le vrai problème, c'est que nous ne gagnons pas assez et que nous nous appauvrissons pour ça. Donc derrière, il y a évidemment la question aussi de la consommation au détriment de notre statut de consommateur. C'est-à-dire que la consommation, elle est dirigée par la publicité, qui est elle-même le mode d'action des réseaux sociaux, et c'est comme ça que les réseaux sociaux s'enrichissent. Donc tant que nous ne maîtrisons pas l'outil, là aussi, nous faisons en sorte que les gens soient manipulés par des gens qui ont intérêt à leur faire acheter des produits qui ne vont pas enrichir le pays. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous rappelez qu'aujourd'hui, un Français produit en moyenne moins de richesse chaque année qu'un Chypriote. Oui. C'est une évolution assez récente. Non, Stéphane Simon. En écoutant avec bonheur Natacha, je me dis évidemment qu'il y a des efforts considérables à faire. C'est trouver la bonne distance avec Bruxelles. Parce que vous encouragez à produire local, à privilégier ce qui est fabriqué en France, et ça va à l'encontre de l'esprit des traités européens qui, eux, privilégient déjà la production européenne. Et on est dans un monde, en plus, de libre-échange. Donc tout ça fait que l'on est absolument à contre-courant de ce que vous proposez, finalement. Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, sur les traités européens, ce qui me dérange profondément de la part d'Ursula von der Leyen et de l'actuelle Commission, c'est justement qu'il y a un non-respect des traités européens sur beaucoup de points. C'est-à-dire que on a, de la part de la présidente de la Commission, une façon de grignoter petit à petit le pouvoir des États, notamment sur les questions de défense, de politique étrangère, sans qu'on voit les États s'insurger suffisamment contre cela. On a de temps en temps une déclaration d'Emmanuel Macron ou de Friedrich Merz, mais à peine plus. C'est absolument inacceptable, parce que justement, ça n'a pas été validé démocratiquement. Deuxième point, oui, il y a l'idée, normalement, d'une préférence européenne. J'aimerais bien. Mais en fait, le problème que nous avons, c'est que l'Europe a été détournée de son sens. L'Europe, qui a été créée en 1957 avec le traité de Rome, c'était 6 pays, une zone économique homogène, dans un marché protégé et qui libéralisait, ça s'appelait la préférence communautaire, on s'échangeait les excédents et on s'enrichissait. Après le tournant néolibéral de la fin des années 1970, la dérégulation venue des États-Unis, l'Europe est devenue le poste avancé de cette dérégulation. C'est l'acte unique européen de 1986 qui décide d'ouvrir à tous les vents. Ce n'est plus l'Europe
pour laquelle les gens ont milité, pour laquelle les Français notamment ont adhéré. C'est plus celle-là. Et c'est d'autant plus fou que ça ne tient pas compte du retour des empires et donc du fait que les autres zones économiques, que sont les États-Unis, que sont la Chine, pratiquent le protectionnisme à l'échelle vraiment industrielle. Et donc, nous sommes les seuls à ne pas protéger nos producteurs. Alors, est-ce qu'il faut savoir juste dire non à l'Europe, être capable de marquer une différence ferme et pas être dans le béni-oui-ouisme? Alors, ce qu'il faut, c'est avoir conscience du réel. Nous avons des élites qui aujourd'hui vous disent il faut agir en européen. Ça ne veut rien dire, je ne sais pas qui sont les Européens. Il faut acter le fait que nous avons avec nos partenaires des modèles économiques divergents et même qui divergent de plus en plus, notamment du fait que l'euro est forcément surévalué pour certaines économies, la nôtre, l'Italie, sous-évalué pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, et donc ça crée des déséquilibres. Si on met la poussière sous le tapis, l'Europe va exploser tout simplement et on va se retrouver tous fragilisés. Donc, acter le fait que nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts économiques que l'Allemagne, qui veut protéger ses exportations, que les Pays-Bas, qui vivent des importations de produits chinois qu'ils diffusent partout dans le reste de l'Europe, ça nécessite d'introduire un rapport de force. La France est en train de s'affaiblir en Europe. Eh bien, il faut savoir, à un moment donné, pratiquer la politique de la chaise vide du général de Gaulle, ou le rapport de force brutal, quand il s'agit de dire que sur tel ou tel sujet, on ne joue plus. C'est la seule manière, j'allais dire, de faire en sorte brutal jusqu'où ? Brutal, encore une fois, jusqu'au non, c'est-à-dire être capable de dire à un moment donné, si vous ne nous laissez pas nous réindustrialiser, par exemple en favorisant la production française dans la commande publique, eh bien c'est très simple. Non, je ne sors pas. Simplement, par exemple, comme nous sommes contributeurs nets, écoutez, envoyez les chars. Nous, on fait comme ça. Envoyez les chars. Arthur de Vatrigan. C'est une très bonne méthode, ça. Oui. Non, mais je suis d'accord. On dit non, ils font quoi? Bon, voilà. Exactement. Et à côté de ça, il ne s'agit surtout pas de fragiliser ce qu'il y a de positif dans l'Europe. Personne ne s'imagine aujourd'hui qu'on va pouvoir exister dans ce monde tout seul en ne commerçant pas avec les voisins. Il y en avait un qui parlait comme ça, c'était un certain Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, qui expliquait que s'il refusait d'appliquer les traités, ils avaient qu'à venir le voir, lui expliquer pourquoi et qu'on ne pourrait pas dire non à la France. Mais nous sommes la France. Il faut le répéter. Ça veut dire que nous sommes une grande puissance, que nous avons un rôle indispensable en Europe. Donc arrêtons de nous penser petit et faible. Alors justement, restez avec nous parce qu'on va se retrouver dans un instant. Qu'est-ce qu'on a arrêté de transmettre comme idée ou comme héritage? On en parle dans un instant avec vous, Natacha Polony, ainsi que Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Nous sommes toujours sur Sud Radio jusqu'à midi avec Natacha Polony, notre invitée qui publie La France, corps et âme, une déclaration d'humour publiée chez Plomb. Nous sommes toujours avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Qu'est-ce que la France a cessé de transmettre à ses enfants, Arthur? Peut-être que la question c'est pourquoi la C transmettre, et on arrive vite à l'école qui est quand même un sujet qui traverse tout votre livre et qui traverse d'ailleurs toute votre œuvre. C'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur et c'est bien normal parce que l'école est à la base de tout. C'est là où on fait quand même les petits Français normalement. La France offre cette particularité de chaque année augmenter son budget et de chaque année descendre dans les classements PISA. Comment expliquer ce paradoxe ? Alors, premier point, en fait, la France n'augmente pas chaque année le budget de l'éducation nationale. Ça augmente en apparence, mais si nous dépensions aujourd'hui pour l'éducation la même proportion de prélèvements obligatoires que, par exemple, en 2015-2016, il y aurait 11 milliards de plus par an pour l'éducation. Parce qu'en fait, le régalien s'est petit à petit amenuisé par rapport aux dépenses sociales. Mais malgré tout, en effet, nous dépensons beaucoup. Sauf que nous dépensons atrocement mal, puisque nous payons très peu nos professeurs, beaucoup moins que des pays qui ont des systèmes qui marchent mieux. Et surtout, nous dépensons beaucoup pour les lycéens et très peu pour les élèves de primaire, alors que c'est là que tout se joue. Et ça, c'est une absurdité. Moi, ça fait 25 ans que je vois ça, que tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il faudrait faire autrement, et ben on continue. Donc ça, c'est sur le plan financier. Cela dit, ça ne fait pas tout, l'argent. En effet, le problème n'est pas tant là que dans ce qu'on enseigne et la manière dont on l'enseigne. Et là, il faut se pencher un petit peu sur les programmes et les méthodes d'apprentissage, en particulier à l'école primaire. Il
il faut quand même souligner que, vous l'avez dit, l'école, c'est le pilier absolu de la République, puisque le principe de la République, c'est qu'on ne va plus sélectionner en fonction de la naissance, mais en fonction du mérite, c'est-à-dire de la capacité à exercer un rôle. Et pour ça, eh bien, l'école doit donner à chacun toutes les chances possibles. Aujourd'hui, nous avons le système scolaire le plus inégalitaire des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, les élèves de CM1 et de 4e, les élèves français, sont les plus mauvais d'Europe en mathématiques. Donc la situation est quand même tragique. Et ça devrait être la honte de tous les dirigeants, et ils devraient penser à ça tous les matins. Ouais. Donc quand je parlais des méthodes d'apprentissage, par exemple, si je vous montre un manuel scolaire de CP ou de CE1 de mathématiques, et que je vous montre ensuite un manuel scolaire fait par exemple par un petit groupe qui s'appelle le groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes, c'est des instituts qui ont essayé de faire un truc un peu cohérent. Vous voyez la différence, vous comprenez pourquoi. Ah mais il n'y a pas photo. Le seul problème, c'est que si j'interviewe des représentants des professeurs aujourd'hui pour leur demander pourquoi ça va mal, ils vont jamais me dire c'est les méthodes d'enseignement qui vont pas, ils vont nous dire on manque de moyens. Je n'entends que ça, on manque de moyens, aussi, on manque de moyens, on manque de moyens. Ça fait 25 ans qu'on entend ça. Alors encore une fois, je le souligne, on manque de moyens pour payer les professeurs. Il y a une paupérisation du métier d'enseignant qui est tragique. Et là aussi, si le savoir, la transmission sont essentiels pour nous, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc on paye correctement les gens pour attirer les meilleurs et pour les motiver et leur rendre même cette dignité. Enfin, vous savez, quand j'ai enseigné à Épinay-sur-Seine, le premier truc que disaient les élèves, c'était « mais de toute façon, vous n'avez pas choisi d'être là, vous êtes là par défaut ». Avec même cette dévalorisation de ces gamins qui se disent on vaut tellement rien que les gens sont là parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Et il faut à chaque fois leur raconter que non, que c'est un choix et qu'on vient parce qu'ils sont français et que l'héritage français leur appartient et que c'est leur avenir. Alors, parmi les points fondamentaux que notre école ne remplit plus, c'est la transmission simplement des savoirs, je dirais, basiques, qui sont savoir compter, savoir lire, savoir calculer. Tout ça ne se fait plus, savoir écrire, lire, compter. Et en particulier, ça fait l'objet d'un chapitre dans votre livre, et ça fait particulièrement mal, c'est la transmission de notre langue particulière, complexe, malmenée de nos jours entre le développement du parler des quartiers et les anglicismes à tout va. La langue, évidemment, c'est le véhicule de la pensée, des émotions, et quand on maîtrise mal une langue, vous l'expliquez très bien, on ne peut pas exprimer une pensée, encore moins une pensée complexe, même s'il faut parfois se méfier de la pensée complexe, mais je crois que c'est fondamental de vous entendre là-dessus. Sans langue, il n'y a pas de nation. Bien entendu. Pourquoi ? Parce que oui, une langue, ça structure un mode de pensée. Tous ceux qui d'ailleurs parlent plusieurs langues le savent. On ne pense pas de la même manière en allemand, en français, en anglais. Pourquoi ? Parce que les nuances ne vont pas se placer au même endroit. C'est même ça qui est fascinant dans l'histoire de l'humanité, c'est de voir comment les langues se sont développées. Mais évidemment que la France a une spécificité qui relève de sa structure grammaticale et de sa capacité par la grammaire et le vocabulaire à être extrêmement précise dans la manière d'exprimer les choses. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est cet art poétique forge notre identité collective, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que le français comme langue sur le territoire français. Je ne dis pas ça, j'ai un profond amour et un profond respect pour ce qu'on appelle les langues régionales et qui sont des langues à part entière. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus parler, que ce soit en langue régionale ou en français pour vous. Mais bien entendu. Et pourquoi ? Alors, on voit à quel point la télévision, maintenant les réseaux sociaux, ont affaibli la transmission de la langue. C'est Alain Bentolila, par exemple, le linguiste, qui explique très bien cela, c'est-à-dire le principe de connivence. Pour attirer les gens, on leur parle une langue qui va leur sembler facile pour éviter de les effrayer par l'inconnu. Et donc, on baisse petit à petit le niveau. C'est surtout, ne zappez pas, restez avec nous, vous savez ce qui va se passer et ce qu'on va dire, et on ne dira rien de plus surprenant que cela. Et ça, normalement, ça doit être compensé par un enseignement de la langue. Or, l'enseignement de la grammaire a été détruit progressivement en France. Je veux dire par là qu'il y a des pédagogues qui, sans doute, étaient pétris de bonnes intentions, qui ont considéré qu'il était beaucoup plus intelligent de pratiquer ce qu'ils appellent l'observation réfléchie de la langue, c'est-à-dire on part du sens et on essaye vaguement d'analyser un texte, au lieu de partir de l'analyse logique, c'est-à-dire de la capacité à distinguer un verbe
d'un nom ou d'un qualificatif. Pourquoi c'est important ? Parce que, par exemple, on débat tout le temps de la réforme de l'orthographe. C'est idiot, c'est un faux problème. Je me moque de savoir si quelqu'un écrit rationnel avec un N ou deux N, c'est pas le souci. En revanche, moi, comme enseignante dans le supérieur, j'ai vu des jeunes bacheliers écrire le pluriel des noms communs avec ENT. C'est ça le véritable problème. Quand vous dites, par exemple, quand on voit des jeunes écrire « ça me fait flipper », voilà, qu'il y ait deux P à flipper ou un P, c'est pas grave. En revanche, le ça écrit SA, c'est un énorme problème. Parce que derrière, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la structure. Sauf que ça, tout le monde l'a déjà analysé il y a au moins 20 ans. Ce genre de choses qu'on disait déjà depuis 20 ans. Oui, Pourquoi c'est ça. on n'a rien Ça fait changé 20 ans que j'écris ça. Pourquoi on n'a rien changé ? Pour des questions à la fois idéologiques, de conformisme et de lâcheté, et parce qu'il y a des différents verrous, notamment dans l'éducation nationale. C'est-à-dire idéologique ? Oui, il y a eu pendant très très longtemps un poids de certaines idéologies. Vous comprenez bien qu'il a fallu 20 ans et l'arrivée des neurosciences pour qu'on puisse enfin dire que l'enseignement des méthodes syllabiques de lecture était plus favorable, en particulier pour les enfants de milieux défavorisés. On le savait, mais on se faisait traiter de réactionnaires. C'est quand on apprenait à lire ou à écrire, c'était mon cas, en disant le bas, le peu, le be, par exemple, au lieu de la méthode globale. Sauf que ça n'a pas été abandonné à ce jour. Non, 95% des professeurs des écoles utilisent des méthodes semi-globales ou à départ global pour enseigner. Ce qui veut dire qu'il y a en fait un travail à faire dans l'éducation nationale qui consiste à remettre en avant la recherche pédagogique, mais la vraie, celle qui n'est pas idéologique, c'est-à-dire travailler sur les méthodes en gros, et celle qui est pas de gauche, si vous le dites comme ça. Non, c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est pas justement sortons ça, s'il vous plaît, du clivage gauche-droite. C'est parce qu'on y a mis un clivage gauche-droite qu'on a détruit l'école. Alors même que la question, c'est celle de l'efficacité. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça doit être observé. Et une fois qu'on a observé correctement, on doit former les professeurs. Arthur de Vatrigan. Une autre question, dans le prolongement, qui dit transmission, culture et langue, dit également histoire. Vous l'écrivez, les Français sont passionnés d'histoire, ce qui est toujours rassurant. Et si le politique et l'histoire ont toujours été liés, on a le sentiment que depuis quelques années, peut-être même une ou deux décennies, en tout cas ça s'est explosé pendant le mandat d'Emmanuel Macron, l'histoire est intimement liée à la politique, parce que la commémoration, c'est peut-être le seul endroit qu'il reste, en tout cas pour le politique, pour essayer de créer un commun. Et au milieu de ce débat, parce qu'il y a des débats, une polarisation, il y a le fameux roman national. Que pensez-vous du roman national ? Est-ce qu'il en faut un ? De quel type de roman il faut ? Est-ce qu'il faut qu'il soit enseigné à l'école ? Alors le terme roman national étant extrêmement chargé, parce qu'il s'appuie sur l'idée qu'il y aurait des mythes, je préfère la notion de récit national qui inclut justement la prise en compte de toute l'histoire, c'est-à-dire dans sa noirceur, dans sa complexité. En revanche, ça ne doit pas exclure la question, non pas du mythe, mais en tout cas de la personnification de l'histoire. Je crois que les enfants ont besoin de s'identifier, ils ont besoin de héros. Et je préfère des enfants qui vont avoir comme héros, comme modèle d'identification des personnages historiques français plutôt que des enfants qui vont être gavés de héros Marvel. Je pense que c'est mieux pour nous qu'un enfant se demande s'il a envie de s'identifier soit à Napoléon, soit, pour ma part, je préfère nettement Henri IV. Bon, voilà, sauf qu'on ne va pas interdire la diffusion de Spider-Man ou de Robin des Bois. Non, mais je me réjouis qu'on ait enfin des grands films français sur l'épopée de la France libre ou ce genre de choses. Enfin, nous serions américains, nous aurions des films à grand spectacle sur justement l'histoire d'Henri IV, sur... il faut se réjouir du Simon Abkarian qui arrive avec le De Gaulle. Mais exactement. Et on me dit que c'est un grand film, je ne l'ai pas encore vu. Mais tant mieux. C'est une mythification, ça. Pour le coup, Hollywood et les anglo-saxons ont créé cette industrie de machines à mythifier immédiatement pour se raconter de l'intérieur vis-à-vis des Américains, parce qu'ils ont que 200 ans d'existence. Nous, on a Alexandre et compagnie, ça date un peu, mais ça fait longtemps, et les livres, et pour se raconter à l'extérieur également. Donc on reste quand même dans un système de mythification. Simplement, il faut comprendre comment fonctionne un enfant. Et il faut y aller progressivement. C'est-à-dire que le problème aussi dans l'enseignement de l'histoire, c'est qu'on a voulu à toute force adapter la recherche universitaire à l'enseignement de l'histoire à l'école primaire et au collège. Or, un enfant à l'école primaire, il a besoin qu'on lui raconte une histoire et qu'elle s'incarne dans des personnages. Oui. Ensuite, on va introduire au fur et à mesure de la complexité. C'est ça qui va devenir intéressant. Et encore une fois, il ne s'agit pas de repeindre ni en rose ni en noir l'histoire de France.
France, mais au contraire de raconter qu'elle est à la fois une histoire de grandeur et parfois une histoire de noirceur. Je citais Henri IV, on ne comprend pas la laïcité française si on ne parle pas des guerres de religion et de l'horreur qu'elles ont constituées. Et je pense que c'est parce qu'on racontera ça qu'on arrivera à faire comprendre la laïcité, certainement pas par des cours de catéchisme laïque. Ouais. Allez, restez avec nous justement. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, toujours avec Natacha Polony, notre invitée. On continue de parler de son livre, La France, corps et âme, publié chez Plon. Dans un instant, on va voir ce qu'on peut faire quand même pour relancer ce pays, en quelque sorte. On en parle avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc des idées sur Sud Radio, comme chaque dimanche, de 11h à midi, aujourd'hui, avec notre invitée Natacha Polony, qui publie La France, corps et âme, chez Plon. Nous sommes toujours avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Arthur de Vatrigan, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, parce que Natacha Polony, vous êtes souverainiste. Alors, on va en parler de ça. Bon, en tout déjà, cas, mauvaise entrée en matière. Vous défendez une souveraineté, vous appelez que la France retrouve sa souveraineté, que les Français recouvrent une souveraineté. Alors la France n'est plus souveraine, en tout cas en Europe et peut-être dans le monde, mais depuis un certain temps, les Français ne sont plus souverains chez eux non plus. Jamais de référendum, un pouvoir judiciaire qui empiète de plus en plus sur le politique qui semble de plus en plus céder à ses pulsions de contrôle. On les voit, on va contrôler les réseaux sociaux, on va contrôler ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bref, ils exercent là où ils ne devraient pas exercer. La question, c'est comment on retrouve une souveraineté d'un point de vue national et comment les Français peuvent retrouver une vraie souveraineté, sachant qu'ils ne cessent de la réclamer, mais qu'on ne leur donne pas, au final. Alors, la question était essentielle et mérite quelques petites remarques. D'abord, pourquoi j'ai réagi à votre terme souverainiste ? Parce qu'il est extrêmement mal compris, il fausse la perception puisqu'il consiste à laisser croire que la défense de la souveraineté appartiendrait à un petit camp d'hurluberlus forcément minoritaire. Or, ce que je défends moi, c'est tout simplement la démocratie. Le titre 1 de la Constitution de la Ve République, de la souveraineté. Ensuite, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Voilà, il n'y a pas de démocratie sans un peuple souverain, dans le sens où la souveraineté, c'est la capacité à décider pour soi-même. Donc la démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple est souverain. Et il ne peut pas décider de son destin si la nation est entravée, si elle est soumise à des puissances extérieures. Donc la souveraineté nationale repose sur des outils très concrets d'indépendance. C'est pour ça que j'insiste dans tout le livre sur la réindustrialisation, sur le fait que nous sommes dans une guerre. C'est essentiel à comprendre. Nous sommes dans une guerre d'empires qui se battent pour les matières premières et les technologies critiques. Si nous ne réagissons pas, nous n'aurons plus d'indépendance. C'est-à-dire que si nous avons besoin de demander l'autorisation des autres pour avoir de quoi nourrir notre population, pour avoir des médicaments pour nous soigner, et de toute façon, je ne vois pas comment on peut encore être dans une démocratie digne de ce nom. C'est pour ça que je ne détache jamais la question économique et la question politique. Elles vont de pair autour de cette idée, justement, de souveraineté, c'est-à-dire de capacité à décider de son destin. Après, en matière justement de démocratie et de politique. En effet, il y a eu un contournement progressif de la démocratie et une façon d'utiliser parfois même ce qu'on appelle l'état de droit pour contrer la volonté du peuple. Et ça me semble problématique parce que ça a rompu un équilibre qui existait dans la Constitution de la Ve République. Dans quel cadre on s'est servi de l'état de droit pour contrer la volonté du peuple ? Eh bien, par exemple, quand on utilise des jurisprudences de cours, que ce soit d'ailleurs le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, pour aller manifestement à l'encontre des attentes répétées des citoyens. Sur un exemple précis. Et c'est une question d'équilibre subtil. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, justement, je crois profondément que la démocratie, c'est un équilibre entre l'état de droit, c'est-à-dire d'abord le fait que l'État, la puissance publique, applique ses propres lois contre lui-même, et ensuite le fait que ça repose sur des principes qui sont édictés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
rappelons, et du citoyen. Et donc, tout ça, vous voyez par exemple qu'on ne pourrait pas, même avec une majorité du peuple français, décider de contrevenir manifestement à l'égalité de tous devant la loi en disant il y a des gens qui sont moins égaux que d'autres, allez hop. Non, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévaut. En revanche, quand vous avez, par exemple, une décision du Conseil constitutionnel qui censure la loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. Je ne suis pas particulièrement adepte de Gabriel Attal, c'est pas le sujet, mais on a un problème avec la justice des mineurs, c'est le fait qu'il y a un éloignement entre la déclaration de culpabilité, le jugement, et l'énoncé de la peine. On les a éloignés pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais qui aujourd'hui, dans un cadre comme celui, par exemple, de la mort atroce du jeune Elias, 14 ans, tués par deux jeunes de 16 et 17 ans qui étaient justement en attente de leur peine et qui normalement d'ailleurs ne devaient pas se rencontrer alors même qu'ils habitaient dans le même immeuble. Bon, quand on est dans ce cadre-là, il s'agit de revenir là-dessus. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré cette partie de la loi en estimant que dans la Déclaration des droits de l'homme et le préambule de la Constitution de 1946, qui ont été inclus dans le bloc constitutionnel en 1971, après la mort du général de Gaulle, c'est pas un hasard, eh bien, dans ces textes-là, on fait prévaloir le principe d'éducation contre le principe de répression. Et là, d'abord, j'aimerais qu'on m'explique comment 9 juges peuvent décider que ce rapprochement de l'énoncé de la peine, de l'énoncé du verdict et de l'énoncé de la peine va contre le principe d'éducation. Ensuite, ce principe d'éducation qui prévaudrait sur la répression n'est pas strictement écrit dans ces textes, c'est une interprétation de ces textes qui sont eux-mêmes donc contenus dans le préambule de notre Constitution, mais qui au départ ne relevaient pas de ce sur quoi devait juger le Conseil constitutionnel. Donc par un capillotracté, en fait, on ne punit plus personne, quoi. Mais bien sûr. Moi, je voudrais brièvement 2 questions, s'il vous plaît, pas une, 2. D'abord, en 2027, bon nombre d'observateurs politiques disent que ça va être une élection qui est un point de bascule. Il y a une certaine droite ou une droite certaine qui pense que c'est la dernière élection avant un point de bascule démographique. Et puis, du côté de LFI, on dit que désormais, on est rentré dans une ère nouvelle, la créolisation, bref, ce sera l'avènement peut-être de la nouvelle France. J'aimerais vous entendre là-dessus. J'aimerais savoir si pour vous, ces élections de 2027 sont les élections de la dernière chance, quelque part. Et puis, d'autre part, dans votre livre, vous racontez votre admiration pour 2 personnalités qui vous ont marqué politiquement. Il y a d'une part Jean-Pierre Chevènement, vous avez été à ses côtés, vous le rappelez, jeune, vous étiez aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, et puis Philippe Séguin, qui a été évidemment un opposant célèbre à François Mitterrand lorsqu'il s'était agi de voter pour l'Europe de Maastricht. Aujourd'hui, à 11 mois du scrutin, est-ce que cet héritage politique, il est incarné, et par qui, si ce n'est vous ? Alors, premier point, je pense que nous sommes dans un blocage politique complet. Pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans une dégradation de la démocratie française qu'on pourrait appeler la démocratie minoritaire, où vous avez des blocs politiques qui, en fait, ont renoncé à rassembler la majorité des Français sur un programme. Ils cultivent leur propre socle, éventuellement ils essayent de l'élargir, et puis ils se disent qu'à la fin, au second tour, eh bien, l'autre en face sera encore plus détesté et donc ça passera. C'est ça qui est en train de se passer. Comment on en arrive là ? Pourquoi on n'a plus cette offre potentiellement majoritaire ? Parce qu'il y a des sujets qui ont été laissés de côté petit à petit. La question européenne en est une, c'est-à-dire qu'à force d'expliquer aux gens que vous êtes soit pour cette Europe-là telle qu'elle se fait, c'est-à-dire technocratique, gangrénée par les lobbies, en particulier les lobbies américains, et déséquilibrée dans son fonctionnement, soit vous êtes pour ça, soit vous êtes pour la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, et qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de réflexion. Ouais. Voilà. À force de dire ça, eh bien, on a asséché la possibilité dans les partis de gouvernement de débattre de ces sujets qui sont pourtant essentiels dans la mesure où une majorité de notre droit, par exemple, est issue de droit européen. Oui. Derrière, on a fait en sorte de maintenir ce système face à la montée de la colère. La montée de la colère, elle se joue comment ? D'abord l'abstention, dont il faut rappeler que c'est le premier parti de France, et que
ce sont en majorité les pauvres qui s'abstiennent. Ça veut dire qu'on a réinventé un suffrage censitaire en dégoûtant les pauvres de voter, puisque finalement, ils sont arrivés à la conclusion que ça ne changeait jamais leur vie. Et derrière, vous avez la montée du Rassemblement national, petit à petit, qui a fait en sorte que les autres en face se sont coalisés dans des mouvements totalement absurdes, en effet. Enfin, il faut quand même rappeler que François Hollande ne pourrait pas aujourd'hui imaginer être candidat à la présidentielle s'il n'avait pas été élu député. Or, il n'aurait pas été élu député s'il n'y avait pas eu le nouveau Front populaire avec Jean-Luc Mélenchon. Et vous avez derrière Gabriel Attal, par exemple, qui a œuvré pour qu'il y ait comme ça des votes, des votes quand même qui ne correspondaient pas vraiment aux idées. C'est-à-dire qu'on a habitué les gens, en fait, à voter. Alors on dit vote utile. En fait, c'est vote sacrificiel. Ça veut dire, à un moment donné, vous vous asseyez sur tout ce en quoi vous croyez. Donc tout cela est profondément malsain, crée de la frustration et empêche de dégager une vision majoritaire. Cette vision majoritaire, je crois profondément qu'elle est dans l'héritage, on va dire, de la gauche républicaine, du gaullisme social et un peu de démocratie chrétienne dans le sens où ce courant relevait du personnalisme et de la recherche de quelque chose d'équilibré qui ne soit ni l'étatisme forcené, ni la quête du profit forcené. Sauf qu'aujourd'hui, on ne manque pas de candidats déclarés à la présidentielle. Vous en voyez un qui porte tout ça ou pas pour vous ? Pour l'instant, non. Natacha. J'ai écrit ce livre pour porter ces débats, pour essayer d'alerter en particulier sur le fait qu'il n'y aura pas de démocratie et de perpétuation de la France que nous aimons s'il n'y a pas de véritable politique de réindustrialisation, de politique de puissance. J'attends que ces débats soient mis au centre du jeu. J'attends de savoir s'il y a... Mais écoutez, je verrai justement si... il y a moyen de faire porter ces débats si des candidats actuels s'intéressent à cela, et on verra bien. Mais je suis profondément inquiète d'une chose, c'est que là, à l'automne, on va avoir une crise, une inflation, puisque le détroit d'Ormuz n'est toujours pas rouvert, et que même s'il rouvrait demain, l'inflation sera gigantesque, et ce sont une fois de plus les plus pauvres qui vont payer. Si à ce moment-là, nous sommes une fois de plus dans l'urgence, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, mais vue uniquement détachée de la production, etc., si on s'interdit les bas de fond que nous avons abordés là sur l'école, etc., alors là, la France va continuer à s'enfoncer et ce sera très problématique. Donc l'essentiel, c'est d'arriver avant tout à mettre sur le tapis tous ces sujets-là et à forcer les uns et les autres à se positionner enfin. Eh bien écoutez, on essaiera d'éviter l'iceberg d'ici là. Merci beaucoup Natacha Polony d'être venue nous voir dans les studios de Sud Radio. Je rappelle votre ouvrage La France, corps et âme, publié chez Plomb. Vous tous qui cherchez à vous forger une opinion avant les prochaines élections, nous vous recommandons cet ouvrage. Merci absolument. Stéphane Simon et à très bientôt sur Sud Radio. Merci à vous également Arthur de Vatrigan. La suite de votre journée sur Sud Radio, place à Laurent Permas. La vie devant nous, c'est juste après les infos. Bon dimanche et puis bon après-midi pour ceux qui se rapprochent du déjeuner.